Salut MJ. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Dans cet épisode, on va parler de l'utilisation des animaux par Disney comme symbole de nationalité ou d'ethnie, de peuple, et ce qui a parfois inévitablement conduit à propager des stéréotypes racistes, xénophobes, de haine de l'autre. On en a brièvement parlé dans le dernier épisode avec le personnage de Louis dans le livre de la jungle. Et donc pour commencer, j'aimerais poursuivre sur ce dessin animé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Marie-Juliette, tu as précisé que Rudyard Kipling était un Anglais né en Inde. Ça paraît évident, mais je te le demande quand même. Est-ce que sa propre expérience l'a influencé, ne serait-ce que pour le personnage de Mowgli, qui ressemble peu à un Indien? Enfin, il a la peau assez claire, Mowgli, je trouve. Alors juste, j'en profite pour préciser quelque chose, c'est que là pour le coup c'est une sorte d'invention de Walt Disney qui est assez classique, c'est le fait de faire de ce qu'on appelle du whitewashing, c'est-à-dire éclaircir, La peau? blanchir, ouais c'est ça, blanchir les personnages même s'ils sont censés être d'origine africaine, asiatique, amérindienne. Son Mowgli a été blanchi un peu. Dans le roman, c'est un Indien. Il est vraiment indien, oui, bien sûr. Alors, Mowgli est censé être indien dans le dessin animé aussi. Il n'y a pas de personnage blanc dans le livre de la jungle ou ça suit le livre de la jungle 2, mais c'est vrai que tous les personnages indiens sont quand même des personnages avec une peau quand même Bien très plus claire claire. que celle des Indiens. Voilà, très clair par rapport à la plupart des Indiens d'Inde. Voilà. Et on en sait quelque chose parce que, je le reprécise, que moi j'habite à 2 pas de la gare du Nord, dans le fameux quartier surnommé Indien de Paris, Oui. qui est en fait une petite faute, parce que la plupart des gens qui habitent ici, dont je connais la plupart, sont plutôt d'origine tamoule, c'est-à-dire du Sri Lanka. Je referme cette petite parenthèse. Mais en tout cas, nous on est bien placés pour voir que les gens de ce quartier, ils ont la peau très très noire, comme beaucoup d'Indiens. Oui, exactement. Brune à quasiment noire, effectivement. Et là, Mowgli va avoir une peau un peu mate, mais qui est quand même très claire. Et on peut voir ça aussi, par exemple, dans Mulan, qui est censé se passer en Chine. Et c'est vrai que le personnage de Mulan, alors certes, elle a des yeux bridés noirs, elle a des cheveux noirs, mais elle a quand même une peau assez rosy, surtout par rapport aux méchants, qui sont les Huns, et en particulier le grand méchant Shan Yu, qui a une peau très foncée, quasiment grise. Donc on a un côté un peu stéréotypé de les héros ils sont clairs, ils sont blancs ou ils sont un peu roses et les méchants ils sont un petit peu plus noirs. Donc ça renvoie à des choses pas forcément très glorieuses. Mais pour revenir à Rudyard Kipling, alors effectivement le personnage de Mowgli c'est un peu une métaphore personnelle puisque donc le personnage de Mowgli c'est ce qu'on appelle un enfant sauvage, c'est-à-dire un enfant qui Élevé par des animaux. voilà, c'est ça, qui grandit dans la nature, soit parce que ses parents sont morts ou que ses parents l'ont abandonné. Il y a ça avec Romulus et Rémus qui sont élevés par la louve. Il y a ça avec Les fondateurs de Rome, pour ceux voilà, qui les l'auraient fondateurs de Rome. Et évidemment, Rudyard Kipling n'est pas né dans ces conditions, il n'est pas d'origine indienne, mais c'était un personnage d'origine anglaise né en Inde. Et comme il est né et qu'il a vécu en Inde, il se sentait anglais en Inde et indien en Angleterre, donc il se trouvait jamais à sa place, un peu Ouais. comme Mowgli, quoi. Comme beaucoup de métis ou de bâtards. Oui, ou de biculturels, de personnes biculturelles, voilà, Ouais. c'est ça. Qui se sentent trop d'une culture A dans le Qui pays se B. sentent jamais à leur place, voilà, finalement. c'est ça, Ou exactement. le cul entre deux chaises, pourrait-on Voilà, dire. c'est ça, exactement. Donc en fait, Mowgli, c'est vraiment une histoire qui est beaucoup plus improbable, beaucoup plus rare que celle de Kipling, mais c'est une belle métaphore de sa vie personnelle, effectivement. MJ, on va continuer sur le livre de la jungle avec une toute autre question, celle du colonialisme. Shere Khan, le méchant tigre, lui, il symbolise l'étranger dans ce film Shere Khan. Et donc ça véhicule ces clichés racistes et colonialistes qui commençaient à se faire jour à cette époque. On a ça aussi dans La Belle et le Clochard, qui est sorti en 1955, qui est adaptée d'un livre pour enfants. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune chienne qui s'appelle Lady dans la version originale et aussi dans le film français, qui va tomber amoureuse d'un chien qui va être littéralement clochard. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a eu, de manière plus ou moins consciente, une mise en scène des stéréotypes américains, notamment racistes et classistes, notamment cette opposition entre la jeune chienne qui est censée représenter un peu une bourgeoisie extrêmement parfaite, extrêmement bien léchée, blanche évidemment, des États-Unis du XXe siècle. Et on a aussi deux personnages qui sont des méchants secondaires, qui sont deux chats siamois, qui sont la propriété d'une tante des propriétaires de Lady.
et qui va être un peu belle-mère marâtre, assez méchante avec la jeune chienne. Et en plus, ces chats en rajoutent. Et évidemment, ces chats vont avoir énormément de clichés asiatiques. Ils vont avoir des yeux très bridés. Il va y avoir une petite chanson avec une petite musique pseudo-asiatique. Et en plus, ils vont avoir un faux accent dans la version originale. Et ils vont être doublés en plus par une comédienne. Donc on a vraiment aussi ce cliché de l'hyper-féminisation des personnes asiatiques qui est véhiculé dans ce film. Oui, voilà, j'ajouterais que c'est inspiré d'une vraie race, pour le coup états-unienne, qui s'appelle le Cocker Spaniel américain. Oui, donc vraiment on est sur la pureté américaine, entre guillemets. Pour Lady, ouais, il y a toujours ça. MJ, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'origine de ce racisme anti-asiatique que l'on voit dans La Belle et le Clochard ? Oui, bien sûr. Alors, comme on l'a vu, c'est sorti en 1955, La Belle et le Clochard. C'est juste après la guerre de Corée, qui était de 1950 à 1953, et qui est d'ailleurs à l'origine de la séparation de la Corée du Nord et de la Corée du Sud aujourd'hui, dans laquelle les Américains se sont engagés. Et avant ça, on avait également une grosse tension entre les États-Unis et la Chine, notamment lors de la période de la ruée vers l'or, qui est cette aventure où des Européens, ou en tout cas des États-Uniens d'origine européenne, se sont rendus dans ce qu'on appelle le Far West, donc au niveau de la Californie, pour espérer y trouver des pépites d'or et faire fortune. Et on avait également des personnes d'origine chinoise, qui en plus étaient finalement peut-être un peu plus proches géographiquement de cet Ouest américain, vu qu'il y a seulement le Pacifique qui les sépare, qui s'étaient également rendus aux États-Unis pour faire fortune. Et puis au 19e siècle, il y a beaucoup d'immigration de différents pays. Il y a l'Irlande avec la maladie de la pomme de terre, et puis par exemple la Chine pour ce contexte. Et ces personnes chinoises étaient considérées comme de la concurrence, et elles étaient extrêmement discriminées, maltraitées. Donc... Ce qu'on voit dans beaucoup de westerns, y compris dans les albums de Lucky Luke, et parfois même par les auteurs de ces livres. On se demande comment ils font la part des choses. Effectivement, ce racisme asiatique, il est quasiment consubstantiel de l'épopée du Far West en général, pas seulement de la ruée vers l'or. Oui, et chose très intéressante aussi, parce que tu parles de BD, je sais pas si tu sais, mais le Lotus Bleu, donc qui est un des tout premiers albums de Tintin qui se passe en Chine, était censé être beaucoup plus raciste que ce qui l'est aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des restes, il y a par exemple les Japonais qui sont présents dans l'œuvre parce qu'à l'époque, ils occupaient la Chine vers 1937, qui sont représentés de manière très caricaturale avec des grandes dents de lapin, avec un nez de cochon, enfin... Donc c'est vraiment c'est la guerre sino-japonaise, la conquête de la Mandchourie. Exactement, ouais, c'est ça. Le Nankin en 1937 aussi. Donc c'est des choses qui sont très condamnables, mais Hergé était censé aussi représenter les Chinois un peu comme des sauvages. Tu dis qu'il était censé, qui lui avait demandé ? Non, c'est que lui était particulièrement raciste à cette époque, et lui voulait faire des Chinois aussi des personnes complètement monstrueuses, exactement. Et c'est seulement la rencontre avec un de ses plus grands amis, Chang Chonjen, qu'on retrouve dans un autre album aussi, Tintin au Tibet, qui était lui un Chinois d'origine, qui lui a dit mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes, il faut que je t'explique comment ça se passe en Chine. Et donc il a vraiment représenté les Chinois comme des humains, quoi. Alors on va pas trop dériver de notre thématique dédiée à Walt Disney, là on est chez Hergé, mais c'est intéressant quand même ce parallèle. Des biographes très sérieux prêtent d'ailleurs une relation d'amour entre Hergé et ce fameux Chang, qui a inspiré le personnage de Chang dans Tintin au Tibet, où là on voit bien que pour le coup il a complètement shifté. Hergé, il est beaucoup moins gros sabot, raciste, etc., avec ce qu'il représente. Bien sûr, alors il y a encore des clichés qui sont vraiment propres à l'époque dans tous les albums de Tintin, mais c'est quand même beaucoup mieux intentionné que ce qu'il y avait au tout début, par exemple le Tintin au Congo, qui est illisible aujourd'hui en termes de non-respect des populations colonisées et puis même des animaux. Donc du coup, pour revenir à La Belle et le Clochard, en fait, ça a créé cette haine, vraiment ce racisme envers les Asiatiques, des clichés très forts, qu'on retrouve un peu dans Tintin d'ailleurs, enfin en tout cas que Chang explique à Tintin, qui lui dit ouais, vous pensez que nous on est comme ça, machin truc, et on retrouve notamment cette représentation, tu sais, des hommes chinois un peu perfides, un peu fourbes, qui ont des longs doigts crochus, qui ont une tresse, donc un côté très chat justement. Donc on peut comprendre pourquoi Si et Ham, les deux chats, sont les vilains dans La Belle et le Clochard, et qu'ils envahissent la maison de Lady, qui, comme on l'a dit, est censée représenter la pureté états-unienne. Et donc voilà, en fait, ces clichés physiques qu'on a sur les Chinois étaient quelque chose qu'on a transposé à des chats, puisque c'est un animal qui, en Europe, est considéré comme un peu ambigu. Ensorcelé, la tribu des sorcières. Ouais, voilà, exactement. Et puis les griffes, le côté serpentiforme, un peu efféminé, qui ronronne, un peu séducteur, c'est quelque chose qu'on a personnifié. Incarné. On trouvait que les chats, c'était vraiment
effectivement le meilleur animal pour ça, surtout avec cette opposition chien-chat qui est très courante en Occident. Marie-Juliette, il y a un parallèle qu'on ne peut pas ne pas faire, c'est le parallèle entre La Belle et le Clochard qui concerne donc des chiens et un autre dessin animé célèbre de Walt Disney qui est Les Aristochats, où il y a encore une histoire de nobles chattes de bonne famille, j'ai envie de dire, qui rencontrent une sorte de chat de gouttière. Oui, c'est ça exactement. Tu disais de bonne famille, c'est j'imagine un clin d'œil au nom de famille de la propriétaire des fameux Aristochats qui s'appelle Madame de Bonne Famille. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que c'est, contrairement à plein de Disney, la représentation très positive d'une personne âgée, d'une vieille femme qui est extrêmement belle, extrêmement soignée. Généralement, les vieilles femmes, ça va être les marâtres, les méchantes. Les sorcières. Ouais, c'est ça. Et là, c'est vraiment un personnage très positif. Et donc, c'est une dame qui décide de léguer tout son héritage à ses chats, ce qui est évidemment mal vu de son serviteur humain, Edgar, qui va capturer les chats et essayer de s'en débarrasser pour qu'ils ne puissent pas hériter, qu'ils soient laissés pour morts. Et donc, les chats vont être abandonnés au niveau d'une route. Et ils vont rencontrer donc les chats, c'est-à-dire la maman duchesse et ses 3 petits chatons, Marie, Berlioz et Toulouse, un chat vagabond qui peut un peu rappeler Clochard, effectivement, dans La Belle et le Clochard, qui s'appelle Thomas O'Malley. Et ce que je trouve intéressant dans ce Disney, c'est que ça montre, puisqu'on vient de parler de chat dans La Belle et le Clochard, à quel point un même animal, surtout un animal très présent dans la culture occidentale, peut représenter plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'il peut avoir plein de caractères différents. Un chat, ça va pas forcément être que négatif, ça peut très bien être positif aussi. Là, c'est censé être les héros de l'histoire, ils sont censés être hyper affectueux, hyper mignons, puis il y a plein de chats différents. Donc ça montre à quel point Disney, c'est quand même assez varié, surtout que c'est quand même une franchise qui a presque 100 ans, donc forcément, il y a une évolution dans les choix artistiques. Je voulais ajouter quelques éléments sur les Aristochats, si tu veux bien. C'est le 25e long métrage d'animation de Disney. C'est intéressant, c'est le dernier dont la production a été approuvée par Walt Disney avant sa mort. On en a déjà parlé en 66. Donc il est mort avant la réalisation du film, mais il avait approuvé cette production. Il est très français, ce dessin animé. Oui, ça se passe à Paris. Il y a Maurice Chevalier, le célèbre chanteur français Maurice Chevalier, qui est dedans. Aristochats, ils sont toujours, même quand ils font un petit tour, toujours précieux là où ils vont. Ils sont fiers, leur éducation. Et ça a été un succès en salle, mais la critique a été assez négative. On a accusé Disney de réutiliser toujours les vieilles recettes, les vieilles marmites pour faire les soi-disant meilleures soupes, etc. Donc la critique l'a un peu éreinté. Ce qui est intéressant, pour conclure, c'est que ce film, il est sorti en 70. Il est sorti 3 ans après Le Livre de la Jungle, on l'a déjà dit, qui était sorti en 67. Et donc, c'est vraiment typiquement le genre de film qui s'inscrit pour les spécialistes dans les prémices du déclin, en fait, des années 70, qui précède une forme de mise en sommeil de l'œuvre de Walt Disney avant ce que tu avais toi-même appelé le second âge d'or, qui débute plutôt au début des années 90, vers 1989. Voilà, le second âge d'or. Mais voilà, en gros, c'est un peu le début de la fin de cette période un peu de sieste, j'ai envie de dire. Oui, on appelle ça comme ça aussi. Incarne ça. Oui, on appelle ça aussi comme ça, cette période, la sieste. Et pour revenir aux Aristochats, effectivement, je comprends la critique parce que, comme on dit, ça peut très bien nous évoquer un petit peu l'histoire de La Belle et du Clochard. Et puis, il y a cette fin aussi heureuse où le personnage de chat vagabond, Thomas O'Malley, est intégré à la famille. On voit à la fin un photo-shooting d'époque, des années 1900, parce que c'est l'époque à laquelle se passe le dessin animé, où il a son petit nœud papillon, il est posé sur un petit fauteuil avec Duchesse et ses enfants. Donc d'un côté c'est hyper positif parce qu'on a l'acceptation d'un exclu, de quelqu'un qui est très bas au niveau social par une famille extrêmement aisée. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement positif parce que c'est des choses qui existent quasiment pas dans la réalité. Chez l'humain ça existe quasiment pas ce genre de configuration. Donc d'un côté c'est très positif, mais de l'autre aussi on peut se dire la résolution c'est quand même une vie confortable de personnes très riches, la fin toute super, toute joyeuse. C'est pas les chats qui décident de devenir sauvages. Alors ça c'est quelque chose qui va pouvoir exister dans d'autres films, cette fin, comme par exemple dans Tarzan, mais c'est quand même quelque chose qui nous dit quand même en vrai la vie de salon c'est quand même beaucoup mieux pour les animaux. Et aussi, dernière chose qu'on peut reprocher aux Aristochats, qui est un peu l'équivalent de La Belle et le Clochard, c'est qu'on a une scène très célèbre où Thomas O'Malley et donc Duchesse et ses enfants vont trouver des chats musiciens qui font du jazz aussi. Et parmi ces chats, on a quand même pas mal de stéréotypes de différents pays. Et on a encore un stéréotype asiatique très fort avec un chat siamois, encore une fois. Et là, le cliché est poussé encore plus loin, il est très anthropomorphisé.
Là, t'as par exemple ce que je décrivais pour Tintin, des dents en mode lapin très avancé, des yeux extrêmement bridés, à tel point qu'on voit quasiment pas l'iris. Et on a même une scène improbable où, pendant qu'ils font de la musique, ce chat va prendre des baguettes qu'on utilise comme couvert pour manger, et jouer sur le piano avec ses baguettes. Donc quelque chose de complètement improbable qui n'a, je pense, qu'une seule fonction, qui est une fonction de véhiculer des clichés. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'il joue avec des baguettes par rapport à ses doigts. Enfin bref, tout ça pour dire que ça sent quand même son époque. Tu vois, c'est fou parce que nous autres, les Français, on croit qu'on rayonne dans le monde, la Tour Eiffel. Et il suffit d'avoir un tout petit peu voyagé pour voir que ces espèces d'admiration qu'on croit que les autres nations nous portent est vraiment une pure façade. Ouais. Et moi, par exemple, on s'est souvent foutu de ma gueule en me balançant Pépé le Putois. Ah ouais. Qui, dans les dessins animés de Looney Tunes, avait 2 énormes défauts. Il était hyper dragueur, voire trop dragueur. D'une part, et en plus il sentait mauvais. Oui. Et il est notoire que, nous autres Français, on a la réputation de pas se laver assez souvent. Et oui. Tu vois, c'est un truc qui revient souvent. D'où Pépé le Pouf. Et D'accord. Et d'où son apparence. En fait, c'est une moufette. C'est Ouais. pas un putois, mais c'est également un animal, un petit mammifère américain qui est réputé pour son odeur nauséabonde. Ouais. Exact, c'est techniquement un sconce, plus exactement une moufette rayée, striped skunk en anglais, et non un putois. Hein, il s'appelle putois en français, mais C'est souvent une c'est traduction un personnage états-unien. erronée qu'on fait en français. Ouais. Ouais, voilà. Et donc effectivement, ce Pépé le Putois, il est inspiré de Pépé le Moco, qui est d'abord interprété par Jean Gabin. Mais t'es un peu fou, Pépé. Oui, je suis fou et ça fait du bien. Allez, viens, aujourd'hui, faut qu'on rigole. Faut que tout le monde soit gai, c'est dimanche. C'est jeudi. Mais tu n'y connais rien, je te dis, c'est dimanche. Dans son interprétation, ils ont fait exprès de lui donner un fort accent français. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que dans la version française actuelle, Pépé, il parle avec un fort accent italien. En résumé, on est toujours On dans les décale ridicules d'un toujours. autre. C'est ça, on décale toujours. vers d'autres. Ah oui, c'est fou. Ce personnage est, je vais faire court parce que je suis pas spécialiste de ça, mais Pépé le Pouf est lié à un certain nombre de scandales. Il a été supprimé du catalogue et de certains films, ce qui symbolise, à savoir le harcèlement sexuel. Tu vois, c'est encore un truc, culture du viol, etc. Quelque part, c'est un personnage qui symbolisait ça, et il y a eu beaucoup de polémiques, et donc on l'a retiré d'un certain nombre de projets de films. C'est un personnage qui a mal vieilli, en fait. Oh, but pardonnez-moi. But permit me to introduce you myself. I am Pepe Le Pew, your lover. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu ça aussi avec les Disney. Sur la plateforme Disney+, on a désormais pour les fameux siamois de La Belle et le Clochard un avertissement pour indiquer que certaines séquences peuvent évoquer des stéréotypes racistes. Et donc, en fait, on a cet avertissement qui montre à quel point les films Disney ont mal vieilli. Mais comme ce personnage de moufette, c'est des choses qui ont été créées au milieu du XXe siècle, donc avec des sociétés qui ne ressemblent plus à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. La prochaine fois, on va parler avec toi, MJ, des questions de genre et de représentation LGBTQ+, LGBTQI+, à travers les personnages d'animaux Disney. Et on va notamment parler d'une autre moufette, le personnage de Fleur dans Bambi. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.